pour les peurs, hein, tout ce qui est associé aux peurs, les phobies, les angoisses, les attaques de panique, tous les troubles anxieux en général, hein, ça marche très très bien. Tout ce qui est lié à un traumatisme, ça marche très bien. Alors, les dépressions, c'est un cas différent, hein, parce que la dépression, c'est pas lié à un traumatisme. Il y a bien sûr un événement qui a déclenché, un ou plusieurs. En général, c'est une accumulation. Hein, mais il y a quand même un événement. Hein, c'est pas un phénomène purement biologique, comme le pensent les médecins qui bourrent les gens d'antidépresseurs. Non, ça ne va pas guérir la dépression. Hein, la dépression, au départ, il y a un événement qui va provoquer chez la personne la rentrée dans un état dépressif. L'état dépressif, tout le monde connaît, hein, le coup de blues, on n'est pas bien, voilà, mais ça ne dure pas. Bon. Quand ça dure et que ça reste de façon permanente, ça s'appelle une dépression. Et sinon, en général, on règle le problème et on ressort de cet état. Là, les personnes restent bloquées dedans. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui les bloque. En fait, il y a un processus mental qui n'arrive pas à aboutir. Hein, c'est quoi cet état dépressif? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comment est-ce qu'il se déclenche? Il se déclenche quand il y a eu une perte. Quand il y a quelque chose qui a disparu, on a perdu quelqu'un, on a perdu son emploi, on a perdu son amour, on a perdu n'importe quoi. Il y a quelque chose qui, dans notre monde intérieur, a été cassé. Hein, il y a un manque, voilà, il y a un trou. Eh bien, il faut réparer. Hein, l'état dépressif, ça sert à réparer cette cassure. La plupart du temps, les gens y arrivent. Hein, on perd quelqu'un, un ami, un parent qui décède, forcément ça arrive. Bon, on n'est pas bien pendant un certain temps, et puis après, petit à petit, ça repart. On continue à vivre sans. Voilà, on arrive à vivre sans, malgré la perte, malgré l'absence. On s'est reconstruit. Le monde intérieur est différent. Mais il y a des gens qui n'y arrivent pas, parce qu'il y a quelque chose qui les empêche. Qui les empêche de faire ce travail. Alors, sous hypnose, la thérapie va consister à savoir qu'est-ce qui empêche la terminaison normale du phénomène. Pourquoi le deuil n'arrive pas au bout? Pourquoi la personne n'arrive pas à reconstruire? En général, on trouve quelque chose, hein, il y a toujours des raisons. Hein. Ça peut être des choses... ça peut être une émotion, comme de la culpabilité, par exemple, qui fait que tant que c'est pas réglé, tant qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, on ne peut pas terminer. Mais on ne peut pas le régler parce que la personne n'est plus là, par exemple, parce que la situation a changé. Donc c'est plus possible, donc ça reste bloqué. Quelque chose qui reste bloqué, il faut terminer, mais on ne peut pas. Donc avec l'hypnose, on va fabriquer une nouvelle situation imaginaire qui va permettre la terminaison naturelle du processus. Par exemple, un deuil qui n'arrive pas à se terminer parce que, je prends un exemple d'une patiente qui a perdu sa mère, mais elle était en dépression depuis le décès de sa mère parce qu'elle culpabilisait de l'avoir laissé mourir à l'hôpital alors qu'elle-même était partie en vacances. Sa mère n'était pas bien, elle était malade, elle allait la voir à l'hôpital, et puis il y a son mari et son fils qui l'attendaient pour partir en vacances. Elle dit bon, ok, maman, je te laisse, je pars en vacances et puis je reviens. Voilà. Mais la maman est décédée pendant qu'elle était partie. Elle s'en est voulu. Elle s'en est voulu et elle ne pouvait pas terminer. Elle ne pouvait pas faire son deuil parce qu'il y avait cette culpabilité qui était là. Donc on a fait une séance d'hypnose qui a permis de changer les choses. Et si vous étiez resté, qu'est-ce qui serait passé? Essayez d'imaginer. Donc elle a vécu. Donc là, elle a vraiment vécu comme le départ de sa mère, mais elle était présente, elle l'a accompagnée jusqu'au bout, et ça lui a permis de terminer complètement le processus et de se libérer, de se déculpabiliser de tout ça. Oui, elle n'a pas vécu, oui, c'est pas vrai. Mais elle n'est plus dans l'état de dépression. Elle en est sortie. Et c'est ça qui compte. Elle le sait très bien que c'est pas vrai, elle le sait bien quelle est la réalité. Mais ça a permis de faire en sorte que ce processus psychique inconscient s'arrête. Il aille au bout, il se termine, il la laisse tranquille. Et elle n'a plus fait de dépression depuis lors. Bon, c'est d'autres exemples, hein, j'en ai plein. Mais c'est toujours quelque chose comme ça. Il y a quelque part un grain de sable qui va coincer la mécanique psychique. Permettez cette métaphore.
Et le travail sous hypnose va consister à trouver qu'est-ce que c'est qui empêche, et puis de faire en sorte de contourner l'obstacle pour que les processus arrivent à leur conclusion naturelle. Voilà, ça va être le traitement des dépressions. Ensuite, par exemple, je ne sais pas, moi, les boulimies, par exemple, ça c'est très fréquent aussi, les boulimies. Hein. Les gens qui mangent sans faim, parce qu'ils ne sont pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Justement, ils ne sont pas bien. Voilà. Et le fait de manger, ça leur permet de se sentir mieux. Parce que manger, c'est un plaisir. Hein, un plaisir non seulement du goût, mais aussi viscéral. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à digérer, il y a tout notre système digestif qui envoie des signaux à notre cerveau en disant « super, il y a plein d'énergie, il y a de la graisse, il y a du sucre, c'est super riche. » Voilà, récompense. C'est une récompense. Ça stimule le sens de la récompense. Donc, quand les gens ne sont pas bien, le fait de faire ça, ils se sentent mieux. C'est comme ceux qui fument, ou qui se droguent, ou qui boivent. Hein. Il y a une certaine similitude dans tout ça. Donc, le travail va consister à chercher. Mais pourquoi ils ne se sentent pas bien, ces gens? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont besoin de ce comportement de compensation? Ils ne se sentent pas bien, donc ils essaient de trouver un truc pour se sentir bien. Ça ne dure pas longtemps, donc ils recommencent indéfiniment. Donc on va trouver qu'est-ce qui les tire vers le bas. Hein. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être un état dépressif latent, caché. Ça peut être des angoisses. Des angoisses qui pourrissent la vie des gens. Ça peut être n'importe quoi. Culpabilité, un sentiment de culpabilité, de honte, par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, etc. On va trouver ce que c'est, et puis on va trouver une façon de conclure la chose pour terminer le processus qui est là et qui leur fait du mal. Hein, pour que ça se termine, pour que ça finisse, pour qu'ils reviennent à un état stable, stationnaire, où ils peuvent vivre normalement. Voilà, donc je pourrais en dire plein. Et alors, ensuite, on peut travailler sur toutes sortes de problèmes. Hein. L'intérêt de l'hypnose ericksonienne, c'est que, comme on ne fait pas de théorie, on va chercher ce qu'il y a vraiment dans l'esprit des gens. On ne va pas dire, ah, voilà, vous avez tel problème parce que telle chose. Non, on n'en sait rien du tout. On va faire parler à l'inconscient, c'est lui qui va nous dire ce qui se passe, et ensuite on va l'aider à régler le problème. Alors c'est un petit peu plus difficile, hein, que qu'on ait une théorie toute structurée, toute bien faite, et puis qu'à suivre les rails. Non, là, un petit peu des explorateurs à chaque fois. Chaque patient est différent, à chaque fois il faut aller découvrir ce qui se passe. C'est aussi très intéressant du coup. C'est vraiment une exploration permanente de l'esprit humain. Alors, donc ça c'est l'hypnose. Ce qu'on me demande souvent, c'est est-ce qu'on peut faire ça tout seul? La réponse est oui, bien sûr. Vous le faites déjà tout seul. Mais de façon spontanée. Est-ce qu'on peut arriver à le faire tout seul volontairement? Bien sûr, évidemment. Et la plupart du temps, j'apprends mes patients à faire de l'auto-hypnose. C'est-à-dire à continuer le processus thérapeutique eux-mêmes. Parce qu'on ne peut pas forcément tout faire pendant les séances. Souvent, donc, les problèmes sont liés à un vécu. Le vécu, il peut y avoir plein de choses. On va traiter les plus grosses difficultés ensemble au cabinet. Et après, ils pourront traiter les plus petites tout seuls. Pourquoi pas? Les techniques sont relativement simples. Une fois qu'ils ont pratiqué quelques fois, ils savent comment faire. Et puis, il suffit juste d'apprendre à rentrer dans l'état d'hypnose et à le reconnaître. Parce que, voilà, comment sait-on qu'on est dans l'état d'hypnose ou qu'on est simplement détendu, les yeux fermés? Pas la même chose. D'abord, on peut être dans l'état d'hypnose les yeux ouverts. C'est la première chose. C'est plus facile les yeux fermés parce que ça permet de s'abstraire plus facilement de l'environnement. Comme je vous disais, l'état d'hypnose a des propriétés particulières. Une des propriétés dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est fondamentale, c'est implicite, c'est la dissociation entre le conscient et l'inconscient. En général, à l'état de veille, les deux sont ensemble, on ne sait pas où est la limite entre les deux, c'est deux mondes. Dans l'état d'hypnose, il y a une sorte de séparation. La conscience qui reste d'un côté, qui peut être observatrice, qui peut intervenir, et puis il y a l'inconscient de son côté qui peut agir. On l'interroge, il répond. On lui demande de faire quelque chose, il le fait. C'est vraiment comme s'il y avait une séparation, comme si l'esprit séparait en deux, et qu'on pouvait communiquer entre ces deux parties. Donc
Donc la conscience peut communiquer avec l'inconscient, l'inconscient répond au conscient, et c'est très intéressant. Et c'est très utile surtout, puisqu'on peut faire plein de choses. Travailler avec son inconscient, cette partie profonde de soi-même, c'est fantastique. D'abord se comprendre, se connaître, savoir qui on est vraiment, savoir quel est son vrai soi par rapport à ce qui pourrait être un personnage social qu'on se fabrique pour être dans la norme. Souvent des gens très créatifs sont un petit peu, quand ils sont trop créatifs, ils sont mal vus. Donc ils sont obligés, soit, pas obligés, mais souvent s'ils ne veulent pas avoir de problème, ils sont obligés d'avoir un personnage qui se fabrique pour passer inaperçu dans la foule, en quelque sorte. S'ils ne le savent pas quand ils sont jeunes, ils peuvent complètement se fabriquer un faux soi. Mais c'est pas eux. C'est pas eux. C'est pas leur ressenti, c'est pas leur pensée, c'est artificiel. Et donc il y a un décalage entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils sont vraiment. Donc ça c'est des cas extrêmes bien sûr, mais il y en a plein. J'ai beaucoup de patients comme ça, parce qu'ils souffrent énormément, ils ne savent pas de quoi. Ils ne peuvent pas dire j'ai tel symptôme, mais c'est juste qu'ils ne sont pas eux-mêmes en fait. C'est pas un symptôme, ça ne peut pas être soi-même. Eh bien, voilà, donc, faire de l'hypnose, ou de l'auto-hypnose, donc apprendre à rentrer dans cet état, communiquer, donc séparer conscient et inconscient, communiquer avec son inconscient pour savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment dans l'inconscient, parce que c'est le conscient qui a fabriqué le faux soi, qu'est-ce qui est vraiment soi, qui on est vraiment à l'intérieur, débloquer sa créativité, débloquer son expressivité, sa joie de vivre, parce que la joie de vivre, c'est quoi? C'est s'accepter comme on est dans un monde, accepter le monde comme il est, et puis essayer d'être au mieux dans ce monde. Ça permet de se comprendre, et puis aussi d'agir, de changer. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas, des réactions automatiques qui ne nous plaisent pas, des réactions émotionnelles qu'on n'aime pas. On peut les changer. On peut les changer en comprenant d'où ça vient, quel est le schéma qui a résonné, qui a été mis en résonance et qui a provoqué l'émotion. On peut intervenir sur ce schéma pour détourner, mettre une autre émotion à la place. Bon, les gens qui sont timides, les gens qui n'osent pas parler en public, les gens qui ont peur des autres, qui ont une phobie sociale, mais simplement qui ont peur des autres. Il y a des raisons. C'est parce qu'à une époque de leur vie, il s'est passé telle ou telle chose. Ils peuvent retrouver ça, le comprendre d'où ça vient, et puis changer pour se sentir bien. Là, c'est plus de la thérapie, c'est juste du développement personnel. Mais on peut faire ça tout seul. Les techniques pour entrer dans l'état d'hypnose sont relativement simples. On sait faire la méditation, alors là, c'est très facile de passer de l'un à l'autre. La grande différence entre méditation et hypnose, c'est justement qu'on va travailler avec l'inconscient. Donc il y a séparation, dissociation conscient-inconscient, qu'on provoque volontairement, ce qui n'est pas forcément le cas de la méditation. Et une fois qu'on est dans cet état, qu'on a fait cette dissociation, eh bien, on travaille directement avec l'inconscient. La conscience, c'est la conscience qui travaille. La conscience, elle est là, on reste conscient. On reste conscient et on guide le processus. Et c'est l'inconscient qui fait le boulot, en quelque sorte, comme toujours d'ailleurs. Mais oui, vous faites un mouvement comme ça. Bon, je vais lever ma main. Ok, vous avez l'idée du mouvement, vous savez ce que vous allez faire, comment vous allez faire, mais vous ne savez pas quel muscle vous avez actionné, dans quel ordre, à quel moment. C'est votre inconscient qui a fait ça. C'est une partie de votre esprit, du cerveau, qui reçoit l'ordre du conscient, lever la main, et qui va aller actionner les bons muscles dans le bon ordre au bon moment. Et toujours, c'est comme ça en permanence. Le conscient et l'inconscient travaillent ensemble. C'est pas conscient et inconscient, c'est plus une vue de l'esprit, une séparation conceptuelle. Il n'y a pas vraiment. Il n'y a que dans l'hypnose qu'on peut comprendre qu'il y a effectivement une partie consciente, le jeu qui pense, et qu'il y a toute une autre partie qui répond de façon automatique. Et c'est souvent les gens qui font des séances d'hypnose, qui sont vraiment dans cet état, pour eux c'est une découverte. C'est vraiment une découverte. Il y a certains qui me disent, on est deux. Non, c'est pas deux. C'est deux parties de la même personne. Là. Voilà. Alors après, les possibilités sont infinies. À partir du moment où
peut communiquer avec son inconscient, comprendre ce qui se passe et avoir des méthodes pour changer sa façon de fonctionner. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Hein. Pas de limite, du corps humain, de l'esprit humain, bien sûr. Hein. Mais on peut faire énormément de choses. Changer des comportements, des réactions, des façons d'être, son humeur, etc. Voilà. Et réagir aussi de façon plus adaptée aux différentes circonstances de la vie. Par exemple, vous avez un deuil, ok, vous pouvez faire accélérer des choses, pour que ça aille plus vite. Un truc qui ne va pas, vous pouvez ressortir plus rapidement de l'état dépressif. Si vous ne vous sentez pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez essayer de comprendre d'où ça vient, et puis régler le problème, et puis vous mettre bien. Et parfois, il suffit de 10-20 minutes. C'est tout. Hein. C'est vraiment. Ça peut aller très très vite. Voilà, vous avez des questions? Oui, beaucoup. Beaucoup. Bon, voilà, je vous écoute. Non, c'est super intéressant, je trouve, votre manière de présenter l'hypnose. Et moi, ce qui m'intéresse, le truc qui vient, c'est tout de suite quelle. Il y a plusieurs questions, mais quelle est la définition que vous donneriez entre le conscient et l'inconscient, et quel est le rôle du conscient et le rôle de l'inconscient? Je ne peux pas répondre à cette question, c'est trop complexe. Vous, dans votre perception des choses. Alors, dans ma perception des choses, moi je perçois bien quand la personne est dans l'état d'hypnose, puisque je vais parler soit à son conscient, soit à son inconscient, que je vais avoir des réponses différentes. Souvent, je vais simplement suggérer des choses. Donc, je ne sais pas qui va écouter, les deux en fait. Et puis, je vais poser des questions. Et c'est l'inconscient qui va transmettre au conscient la réponse. La personne va me transmettre consciemment la réponse. Mais des fois, je vais interroger directement l'inconscient. Et c'est l'inconscient qui va répondre directement, en faisant des gestes particuliers. Par exemple, je mets en place ce qu'on appelle un signaling, un code. Il faut répondre par oui ou non, par exemple. Un doigt pour dire oui, un doigt pour dire non. Donc je vous dis, on voit la différence entre les gestes conscients et inconscients. Donc on sait quand c'est inconscient. Et on va demander à l'inconscient de répondre directement, sans passer par la conscience. Donc là, on a directement des réponses. Et je vous assure que pour les gens qui vivent ça, c'est très surprenant. Ils se disent, mon doigt bouge tout seul et mon inconscient il répond et il ne va rien demander. Oui. Donc voilà, il y a une partie. C'est comme s'il y avait une espèce d'intelligence. Mais il y a, oui, l'inconscient c'est intelligent. Je veux dire, oui. Bien sûr, on est intelligent, c'est pas juste notre conscience qui est intelligent, c'est tout notre esprit qui est intelligent. Notre intelligence elle est basée sur la totalité de notre esprit. La conscience c'est la partie la plus superficielle, la plus extérieure, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et cette partie émergée ne peut exister que parce qu'il y a quelque chose en dessous. S'il n'y avait rien en dessous, bon, il n'y a plus rien, les atomes. Et cette partie-là, elle fait partie de l'intelligence, oui. L'inconscient, il entend, il comprend, il répond, réagit. C'est pas juste des réflexes, c'est pas juste des réponses émotionnelles. Il y a toute une compréhension. Et donc une interaction aussi, quoi. Et donc on peut avoir des interactions, tout à fait. On peut communiquer. Alors parfois, on pose des questions à l'inconscient peut répondre en provoquant une image, en donnant une image, qui peut être réaliste ou symbolique. Ça peut être un mot, la personne entend un mot dans sa tête. Ça peut être une sensation, ça peut être une idée. Je ne sais pas ce que c'est qu'une idée, la personne a l'idée, j'ai une idée qui me vient, voilà. Je ne sais pas d'où ça vient de l'inconscient. Toutes les idées créatrices, ça vient de l'inconscient, de toute façon. On prend conscience, mais c'est l'inconscient qui les fabrique. Voilà, donc où est la limite entre l'un et l'autre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dis qu'on peut voir la différence au niveau des gestes, aussi dans les réponses que donne le patient, si c'est conscient ou mais pas. par exemple, est-ce que ça serait possible que là, non, c'est que sous hypnose qu'on peut avoir directement accès à l'inconscient? Oui, que sous hypnose. Enfin, alors, non, pas tout à fait que sous hypnose. Non. Mais parce que c'est Mais l'hypnose, c'est le moyen le plus efficace de le faire. On peut avoir des réponses de l'inconscient
inconscient, même quand on n'est pas dans l'état d'hypnose. Quoique, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain. Ouais, parce que c'est cette idée que par exemple, si vous me posez une question là, moi je peux vous répondre. Donc là on dirait que c'est avec le conscient, mais est-ce que vous pouvez vous adresser, je sais pas, d'une certaine manière ou attendre directement à l'inconscient et voir mon corps qui bougerait tout seul ou un truc comme ça? Non, je ne pense pas qu'il ferait ça. Non. Non, il faut vraiment être dans l'état d'hypnose pour qu'il y ait une réponse D'accord. physique. Et donc du coup, ça veut dire que les personnes, quand vous avez dit qu'il y a l'inconscient qui répond, c'est-à-dire qu'elles peuvent être conscientes et percevoir ce doigt qui se bouge tout seul, quoi. Elles peuvent le percevoir ou ne pas le percevoir. Ouais. C'est possible aussi, parce qu'on peut provoquer une anesthésie de la main et la personne ne le sent pas. Mais en général, elle le sent. Oui. Donc elle le sent par le doigt sens, qui bouge. Voilà. D'accord. Mais elle sent qu'elle n'a pas le contrôle sur ça. Mais elle sent qu'elle n'a pas le contrôle, elle n'a rien demandé, son doigt bouge tout seul. Ouais, c'est fou. Alors qu'est-ce qui... C'est le mécanisme d'hypnose qui fait que justement, c'est fou parce qu'on se dit, bon, c'est quand même mon corps, là, oui. Je peux arriver à choisir ce que je fais, quoi. Mais on croit qu'on a le contrôle. On n'a qu'un contrôle superficiel. Et voilà, du coup, ça rejoint l'idée de la volonté. Oui, bien. Par exemple, c'est là où serait la différence. Alors, moi, j'ai la volonté de bouger mon bras, donc après, il y a mon inconscient qui met tous les mécanismes en place. Oui. Mais du coup, sous hypnose, ça pourrait être, je pourrais avoir la volonté de bouger, si je suis déconnecté du corps ou je sais pas quoi, je ne vais pas y arriver, quoi. Oui, c'est possible, oui. Oui, c'est possible aussi. Effectivement, quelque part, entre la partie volontaire et la partie action, il y a quelque chose qui bloque. On peut faire ça. On peut rendre un bras complètement dur et la personne ne peut plus bouger. Elle peut appuyer, ça ne bouge pas, on descend le bras, elle n'y arrive pas. Elle essaie de le faire, mais il n'y arrive pas, ça coince. On parle à son inconscient, on demande à l'inconscient de baisser le bras et pouf, il descend. Non, il y a vraiment une séparation entre les deux et il peut y avoir effectivement des blocages qui se mettent en place, l'inconscient qui empêche la conscience d'agir. C'est possible. En général, je ne vois pas l'intérêt de le faire, mais... Oui, du coup, peut-être plutôt dans l'autre sens, dans le sens où justement, par exemple, à un moment, j'ai besoin de forcer pour faire un truc, et là, est-ce que je pourrais solliciter mon corps pour qu'il maintienne ce truc-là, comme vous dites, dans l'état? Oui, bien sûr, c'est possible. Oui, ce serait possible, oui. Et de se l'induire soi-même? De se l'induire soi-même, oui. Il faut attention. Oui. Faire attention de ne pas se faire mal, quand même. Hein. De ne pas casser derrière, quoi, mais... Ouais. Oui, bien sûr, c'est possible. Pas trop l'intérêt, mais c'est possible. Oui, c'est très surprenant. Le mieux, c'est encore de se faire une expérience, pour s'en rendre compte. C'est ça qui est fou, parce que par exemple, si on prend le cas, par exemple, si on de marcher sur des trucs, marcher sur des pics ou marcher sur des trucs désagréables. Ouais, sur des braises. Voilà, sur des braises, par exemple de Tony Robbins. Là, je passe dans un état d'hypnose où du coup je suis déconnecté de la sensation. Ouais. Donc du coup j'ai pas mal, quoi. Oui, mais j'ai quand même une blessure. Hein. Mais voilà, du coup il y a quand même la blessure derrière. Bah oui. Voilà. Déconnecté de la sensation, mais le corps il ne vient pas, il n'est pas en acier pour autant. Hein. Donc il peut y avoir blessure derrière, oui. On ne sent pas, mais c'est quand même un double. Voilà. Donc du coup il y a quand même, là c'est là où il y a une intelligence aussi émotionnelle, qui est justement, ou émotionnelle, ou je sais pas, sensitive, qui nous avertit quand il y a quelque chose. Oui, ça sert à ça quand même l'essence. Et la douleur, c'est pour nous prévenir qu'il y a un danger, qu'on risque de s'abîmer et qu'il ne faut pas le faire, évidemment. Donc il faut garder la douleur, sauf quand ça empêche de vivre, évidemment, ou quand on fait une opération. Là, il faut la couper temporairement, parce que c'est normal d'avoir mal à ce moment-là, et que ce n'est pas un signal de danger, mais autre chose. Les gens qui ont des douleurs chroniques, ça leur apprend plus grand-chose. Ils savent qu'il y a un problème, mais voilà, ça leur sert à rien de souffrir. Donc là, on peut couper la douleur. Parce que sinon, couper une douleur pour rien, comme ça, pour s'amuser, c'est dangereux. Parce qu'on peut se blesser gravement sans s'en rendre compte. C'est pour ça que mettre des gens en catalepsie entre deux chaises, c'est con, parce qu'ils risquent de se blesser. Ils vont le faire, oui, quelqu'un va s'asseoir dessus, très bien, mais ils peuvent avoir des problèmes de dos après. Ils ne se rendent pas compte, ils peuvent abîmer des disques parce qu'il y a eu trop de pression trop forte. On peut se faire mal soi-même. Donc, c'est pas très. Vous parliez d'éthique tout à l'heure, ça c'est vraiment pas éthique. Autant qu'on fait la psychothérapie, c'est pour le bien du patient, autant les spectacles d'hypnose, c'est pour le bien du portefeuille du hypnotiste.
Que les gens ont mal ou ils se sentent pas bien, ils s'en foutent. Oui, c'est vrai. Hein. Ils se sentent ridicules ou quoi, ils n'en ont rien à faire. Donc ça fait avec les autres et qu'ils gagnent de l'argent. Donc là, une question d'éthique, effectivement. D'autres questions? Pas bien voir. Moi si, mais... Oui. Non mais dis peut-être que si vous voulez. Si elle a des questions, oui. Je laisse la place. Non, moi ce qui m'intéresse c'est la pratique, hein, parce que la théorie, Oui, la pratique. C'est des exemples pratiques. Des exemples pratiques. Je veux dire, pratiquer. Ah, de pratiquer. Oui. De faire l'expérience vous-même. Oui. Bien sûr. Oui, mais on peut faire un essai si vous voulez. Vous avez envie, vous avez déjà fait aussi l'hypnose. Ah, on pratique très peu, plus la théorie que la pratique. Est-ce que vous avez déjà fait de l'hypnose avec quelqu'un qui vous a mis dans l'état d'hypnose? Oui, une ou deux fois. Oui. Une ou deux fois. Comment vous êtes senti à ce moment-là? Très bien. Très bien. Mais encore. Est-ce qu'il y avait des sensations particulières? Non. Ça m'a pas marqué, c'était des essais plus. Ouais. C'était pas une séance individuelle, c'était une séance de groupe. De groupe, ouais. Donc c'est forcément moins profond. Hein. Oui, voilà. Parce que c'est pas ciblé. Non. Bon. Vous avez envie d'essayer là? Oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de faire une fois que vous serez dans l'état d'hypnose? Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec l'état d'hypnose? Oui. Je sais pas, je vais pas réfléchir. Être dans l'état d'hypnose en soi, oui. Ça n'a rien de spectaculaire. Hein. Je sais pas. Peut-être quelque chose par rapport à la nourriture qui m'attire un peu trop ces derniers temps. La nourriture? Oui. Pas des états boulimiques, mais peut-être que j'ai un peu trop mangé ces derniers temps. Voilà, pour s'éloigner un peu des salles, je sais pas. Quelque chose d'assez tendu. Ouais. Allez, ça tourne toujours là? Ouais, je peux couper si vous voulez. Oui, on peut maintenant.